Pendant que vous regardez cette vidéo, votre cerveau accomplit en une seule seconde plus de tâches simultanément que ChatGPT ne pourra en faire dans toute son existence. Reconnaître les visages, comprendre le langage, anticiper le mot suivant, ressentir une émotion, garder votre équilibre sur une chaise, gérer votre digestion, archiver des souvenirs. Tout ça, simultanément, instinctivement, sans réflexion, sans effort et pour une puissance de 20 watts, soit environ la puissance d'une vieille ampoule. Maintenant, regardez ce qui se passe en face. Pour reproduire péniblement une seule de ces tâches, prédire le mot suivant dans une phrase, toutes les stars du secteur brûlent collectivement des dizaines de milliards de dollars chaque année, envoient des data centers dans l'espace et relancent même des centrales nucléaires. Leur conviction, toujours plus, car plus c'est toujours mieux, non ? Mais quelque chose ne va pas dans cette équation. Si la solution était vraiment d'empiler de la puissance de calcul jusqu'à l'infini, la nature, après 4 milliards d'années d'évolution, aurait fini par bâtir des cerveaux qui consomment des gigawatts, non ? Mais voilà, force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc, soit la nature est un piètre ingénieur, ce qui paraît douteux, soit on a peut-être pris la mauvaise route. Au fond, pourquoi fait-on tout ça ? À quoi sert l'intelligence qu'on essaie de fabriquer ? Quand on regarde l'écosystème de l'IA aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'existe qu'une seule course, celle des chatbots. Sam Altman nous annonce un nouvel upgrade tous les 3 jours. Dario Amodei fait grimper la valorisation d'Anthropic à plus de 800 milliards de dollars, en faisant trembler les marchés avec Mythos. Et dans ce bruit permanent, dans cette guerre aux trillions de dollars, un homme ne dit presque rien. Il ne fait pas la une sur X, il ne fait pas de conférence enflammée à Dubaï, il vit volontairement loin de la Silicon Valley et il veut nous parler de renaissance. Pas de puissance de calcul, pas de levée de fonds à 500 milliards, non, mais de renaissance. We will be in an incredible, in 10, 15 years' time, we'll be in a kind of new golden era of discovery. That's why I hope, a kind of new renaissance. Un mot qu'on utilise quand on considère qu'une civilisation a changé de trajectoire de manière irréversible. Cet homme, c'est Demis Hassabis. Un homme qui ne voit pas plus loin, mais qui voit différemment. Et surtout, il a fait quelque chose que ni Altman, ni Musk, ni Amodei n'ont fait. Il est récipiendaire d'un prix Nobel en chimie. Rendez-vous compte, en octobre 2024, le comité Nobel a décidé d'attribuer le prix Nobel de chimie, non pas à un chimiste, non pas à un biologiste, mais à un informaticien, pour un algorithme révolutionnaire, AlphaFold, dans le domaine de la prédiction du repliement des protéines. Donc cet homme-là nous explique que l'impact principal de l'IA sur nos vies ne sera pas visible, que le langage seul ne suffira pas, qu'il faut aller bien au-delà, allant même jusqu'à regretter que l'IA soit sortie aussi vite des labos, surtout pour en faire ce que nous en faisons aujourd'hui. Il faut peut-être s'arrêter 5 minutes et se poser la question suivante, est-ce qu'on ne fait pas fausse route ? Et si parmi tous les acteurs du marché, un seul jouait réellement le bon jeu ? Et si, pendant qu'on regarde ailleurs, fasciné par les benchmarks et les levées de fonds à 14 chiffres, Demis Hassabis était en réalité le seul avec une chance de gagner ? Parce que le pari qu'il fait, et c'est la thèse de cet épisode, c'est un pari qui n'a absolument rien à voir avec ce que fait le reste du marché. Pendant que Altman, Musk et les autres construisent des produits, c'est-à-dire des chatbots, des assistants, des interfaces, qui peuvent être répliqués, contournés ou rendus obsolètes en 6 mois par un concurrent chinois, Hassabis, lui, mise sur autre chose. Il mise sur l'accumulation de connaissances irréversibles. Alors avant d'aller plus loin, il faut qu'on prenne 2 minutes pour parler du personnage. Parce que pour comprendre son pari, il faut comprendre qui il est. Et je vous préviens, ça n'a rien à voir avec les parcours habituels de la tech. Déjà, Hassabis n'est pas un entrepreneur. Je sais, il dirige 2 boîtes qui valent probablement plusieurs centaines de milliards de dollars accumulés, mais ce n'est pas un entrepreneur. C'est un scientifique, et la nuance est absolument fondamentale pour la suite, comme vous allez le voir. Très tôt, il se révèle être un prodige des échecs, ce qui conditionnera son mode de pensée. Alors qu'est-ce qu'on en a à faire, vous allez me dire ? Eh bien, vous allez voir. Très tôt, il étudie donc l'informatique à Cambridge, puis obtient un doctorat en neurosciences cognitives à Londres. Notez la séquence, il ne veut pas juste construire des machines, il veut d'abord comprendre comment fonctionne le cerveau humain. On ne parle pas du même métier que Sam Altman qui a abandonné Stanford pour monter une start-up. Pendant que Altman connaît une grande réussite dans le capital risque, Hassabis passe les 15 premières années de sa vie d'adulte à essayer de comprendre littéralement comment fonctionne le cerveau humain. Et c'est avec ce bagage-là qu'en 2010, il fonde DeepMind à Londres, avec une mission qui tranche avec ce qui se fait dans le secteur.
solve intelligence and then use it to solve everything else. But we knew, and we set out with the mission of solving intelligence and then using it to solve everything else. Vous voyez la différence? Il ne veut pas faire un produit ou une application, il veut résoudre une question fondamentale et une fois celle-ci résolue, l'appliquer en cascade sur tous les autres problèmes. Souvenez-vous de cette logique, c'est exactement la même qu'aux échecs. Un coup puissant qui débloque toute la suite de la partie. En 2014, Google rachète DeepMind pour plus de 500 millions de dollars. Quelques années plus tard, il crée en parallèle une deuxième société, Isomorphic Labs, dédiée à la découverte de médicaments par l'IA. Bref, Assabis est obsédé par une seule chose qu'il répète à qui veut l'entendre: utiliser l'IA pour accélérer la science. Enfin, pour comprendre Assabis, il faut comprendre son concept qu'il appelle les root nodes, que je traduis par les nœuds fondamentaux. Ces fameux problèmes qui, une fois résolus, débloquent tout le reste. Imaginez l'ensemble de la connaissance humaine comme un immense arbre. Les feuilles, ce sont les découvertes du quotidien. Les branches, ce sont les domaines scientifiques entiers. La biologie, la chimie, la physique des matériaux, etc. Et tout en bas, à la racine, il y a des problèmes très particuliers, des verrous qui bloquent des branches entières de connaissances. Si vous les résolvez, ce n'est pas une petite avancée que vous obtenez, c'est toute une branche de la connaissance qui s'ouvre d'un coup. C'est exactement ça que Assabis appelle un root node problem, un problème racine. Et sa doctrine, c'est d'utiliser l'IA pour s'attaquer à ces problèmes-là. Demandez-vous ce que produisent aujourd'hui les autres acteurs de l'IA. OpenAI produit un chatbot, c'est-à-dire un produit. Anthropic produit Claude, un autre produit, et ces produits, aussi géniaux soient-ils, ont une caractéristique commune, ils sont réversibles. Un concurrent peut les répliquer, les contourner ou les rendre obsolètes en 6 mois. DeepSeek sort un modèle gratuit et d'un coup, toute la valeur des concurrents vacille. Un modèle open source plus efficace arrive et les marges s'effondrent. C'est ça, un produit réversible. Ce que fait Assabis est radicalement différent. Il résout un root node, il produit quelque chose qui est irréversible. Une fois qu'AlphaFold a cartographié 200 millions de protéines et que ces structures sont dans la base de données de l'European Bioinformatics Institute, utilisée par des millions de scientifiques dans le monde, personne ne peut décartographier ces protéines. La connaissance est acquise, définitivement, et chaque médicament, chaque vaccin, chaque thérapie développée à partir de cette base pour les 50 prochaines années utilisera ce travail fondamental-là. Vous voyez la différence de nature? Eh bien là, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi Assabis se rajoute 6 heures de travail supplémentaires le soir lorsque tout le monde va se coucher chez Isomorphic. Parce que ce qu'il fait quand il passe ces 6 heures supplémentaires par jour sur la conception de médicaments par l'IA, ce n'est pas construire un produit, c'est extraire de la connaissance qui, une fois sortie, est acquise pour toujours. Et cette doctrine va encore plus loin. Assabis refuse l'idée dominante du secteur selon laquelle il suffit d'augmenter la puissance de calcul et les données pour atteindre l'AGI, la super-intelligence. Il le dit frontalement, la course au gigantisme seule n'y arrivera pas. Il faudra, selon lui, 1 ou 2 avancées technologiques majeures, notamment autour des world models capables de simuler les règles physiques du monde, plutôt que de juste prédire le prochain mot. Ceux qui ont vu notre vidéo sur Yann Lequin reconnaîtront l'idée. Vous comprenez pourquoi je tenais tant à faire cette vidéo. Dans la lignée de Yann Lequin, Demis Hassabis a ce potentiel de faire franchir un pas de géant à l'humanité en termes de connaissances. Et le plus beau là-dedans, c'est que ces découvertes pourraient faire exploser l'efficience générale de nos IA, à savoir diminuer drastiquement le coût en puissance de calcul pour une unité d'intelligence produite. Or, si cela arrive, ou peut-être quand cela arrivera, il pourrait bien s'agir d'un facteur multiplicateur qui s'appliquera à toutes les infrastructures en data center dans le monde très rapidement. Cet homme a peut-être bien le potentiel de faire exploser de plusieurs ordres de grandeur la production d'informations sur Terre. Et cette idée de réaliser des bons d'efficience n'est pas étrangère aux autres acteurs. Seulement, quand Anthropic rachète Coefficient Bio pour environ 400 millions de dollars en avril 2026, Assabis, lui, a déjà 5 ans d'avance. 5 ans d'accumulation de connaissances acquises, et ça, ce n'est pas rien, bien au contraire. Alors vous allez me dire, ok, c'est joli la théorie, mais concrètement, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui fait le bonhomme? Est-ce que ça produit autre chose qu'un prix Nobel accroché au mur? C'est là qu'il faut que je vous parle d'Isomorphic Labs, la deuxième société d'Assabis dédiée à un objectif simple sur le papier, mais dingue dans les faits, concevoir des médicaments entièrement par l'IA.
La valorisation d'Isomorphic demeure secrète, inconnue, malgré une levée de 600 millions de dollars tout de même, en partenariat avec Eli Lilly et Novartis pour un total de près de 3 milliards de dollars de paiements conditionnels. Isomorphic, c'est 17 programmes de développement de médicaments en cours. Mais voici l'événement sur lequel il faut garder un œil. En février dernier, Isomorphic présente le ISO-DDE, le Drug Design Engine. Et là, il faut qu'on fasse un pas de côté pour comprendre pourquoi c'est énorme. Le premier grand succès d'Asabis, c'est AlphaFold en décembre 2018 qui lui a valu son prix Nobel. AlphaFold permettait de prédire la forme d'une protéine en calculant la façon dont elle se replie sur elle-même en 3 dimensions. Eh bien, l'histoire de ISO-DDE se déroule après AlphaFold. Lors de la vie d'une protéine, quand un médicament s'en approche, elle bouge, se déforme et révèle parfois des poches de liaison qui n'existaient pas avant. Ce phénomène, les chercheurs l'appellent l'Induced Fit. Et pour le modéliser, jusqu'ici, il fallait des semaines de simulation physique sur des supercalculateurs. ISO-DDE fait ça en quelques secondes, sur un simple ordinateur. Plus fort encore, ISO-DDE prédit également l'existence de cryptic pockets, c'est-à-dire des sites de liaison cachés invisibles dans la structure initiale de la protéine, qui n'apparaissent que lors de l'interaction. Alors peut-être que ça ne vous dit rien comme ça, mais c'est vraiment spectaculaire parce que beaucoup de protéines considérées jusqu'ici comme impossibles à cibler par un médicament redeviennent des cibles thérapeutiques potentielles. Des maladies qu'on pensait orphelines à vie retrouvent une chance de traitement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. ISO-DDE double la précision d'AlphaFold 3 sur les cas les plus difficiles. Il est donc 2,3 fois plus précis sur les interactions anticorps-antigènes et 20 fois plus précis qu'un de ses concurrents directs, Bols2. Mais attention, le vrai tour de maître est attendu d'ici la fin de cette année. Asabis l'a annoncé à Davos en janvier. Le premier médicament 100% conçu par IA entrera en phase clinique 1 d'ici fin 2026. Cancer, immunologie, cardiovasculaire. Pour la première fois de l'histoire, à cette échelle du moins, une molécule née dans un ordinateur va être testée dans un corps humain. Alors mettez-vous une seconde dans la tête d'un patron de pharma traditionnel. Son métier, c'est de mettre en moyenne 10 ans et d'énormes quantités d'argent pour sortir un médicament avec un taux d'échec de 90%. Asabis, lui, explique que grâce à ISO-DDE, on peut faire le travail de recherche par simulation informatique immensément plus efficacement qu'en laboratoire traditionnel. Dit autrement, le verrou qui a structuré toute l'industrie pharmaceutique pendant 50 ans pourrait bien être en train de sauter comme un bouchon sous nos yeux. Donc vous voyez qu'entre la thèse et la réalité industrielle, l'écart s'efface probablement bien plus vite que ce que l'on aurait pu imaginer. Personnellement, ça me fait penser à cette histoire incroyable de cet informaticien de l'IA qui a élaboré un remède contre le cancer de son chien. Incroyable, n'est-ce pas ? Et comme je vous le disais tout à l'heure, le marché semble lui aussi bien l'avoir compris avec le rachat de Coefficient Bio par Anthropic, qui œuvre aussi dans le développement de nouveaux médicaments grâce à l'IA. Maintenant que vous devez avoir plein d'étoiles dans les yeux quant au potentiel à venir de la médecine 3.0, c'est probablement le meilleur moment pour vous dire qu'AlphaFold et ISO-DDE ne sont qu'un seul des root nodes que Asabis attaque en parallèle. Parce que, à côté de la biologie, il y a au moins 5 autres domaines sur lesquels il avance en même temps, et ces domaines sont tout aussi déterminants. Pendant qu'Isomorphic révolutionne la biologie, DeepMind attaque en parallèle d'autres verrous scientifiques majeurs. Et chacun d'eux, s'il tombe, ouvrirait une branche entière de l'économie mondiale. Premier front, la fusion nucléaire. DeepMind collabore avec Commonwealth Fusion Systems sur le contrôle du plasma dans les réacteurs expérimentaux. Alors je vais pas vous faire tout le pitch sur la fusion nucléaire, c'est pas l'objet ici, mais c'est le root node ultime, celui qui, s'il tombe, donne à l'humanité de l'énergie propre et pratiquement illimitée à notre échelle. L'intégralité de la géopolitique énergétique et de l'économie qui en découle serait à réécrire. Parce que, quoi qu'en dise Elon Musk, la maîtrise de la fusion, surtout à l'échelle de quelques années, si cela arrivait, serait une révolution copernicienne. Deuxième front, les matériaux. En 2023, Google DeepMind a publié GNOME, un système qui a prédit la stabilité de 2,2 millions de nouveaux cristaux, l'équivalent de près de 800 ans de recherche expérimentale humaine, publiés en une seule étude. Et là, on ne parle pas de n'importe quel matériau, on parle de candidats pour les batteries de nouvelle génération, les supraconducteurs, les semi-conducteurs, les cellules solaires, etc., etc. Tous les verrous industriels du 21e siècle sont potentiellement contenus dans cette base. Et par ailleurs, cette année, Asabis ouvre son premier laboratoire scientifique entièrement automatisé au Royaume-Uni, dédié à la science des matériaux.
Des robots pilotés par des chercheurs et des IA vont synthétiser et tester des centaines de matériaux par jour. Prenez une seconde pour visualiser la scène. Pendant que des équipes humaines de R&D industrielles mettent des mois à tester quelques dizaines de composés, un bâtiment rempli de robots va, H24, valider des hypothèses générées par l'IA à un rythme que l'humanité n'a jamais connu. Le troisième front auquel vous ne vous attendez absolument pas, la météo. Oui, la météo. Avec GenCast, DeepMind a publié en 2024 un modèle qui bat l'ECMWF, c'est-à-dire le meilleur modèle de prévision météo au monde, celui utilisé par les gouvernements européens. Bon alors vous allez me dire que là-dessus, vous êtes déçus, je vous parle de choses incroyables pour en venir à la météo. Mais en réalité, ça veut aussi dire mieux anticiper les catastrophes, mieux optimiser les cultures agricoles et surtout mieux piloter les réseaux électriques. Parce que oui, piloter un réseau électrique, c'est en grande partie une histoire de météo. Enfin, le quatrième front sur lequel s'engage Asabis, c'est celui des maths. AlphaProof est le projet d'un AlphaGo des mathématiques. L'idée, c'est qu'une IA puisse démontrer des théorèmes nouveaux. Et là, si ça marche, on parle d'un accélérateur pour littéralement toutes les sciences fondamentales qui reposent sur les maths. Et bien sûr, il travaille également sur le terrain de la génétique. AlphaGenome, sorti en 2025, s'attaque aux 98% du génome humain qui ne produit pas directement de protéines et que l'on comprend encore très mal. Et là, il travaille sur la pièce manquante du puzzle en matière de séquençage génomique actuel. Imaginez bien qu'avec CRISPR, on sait modifier n'importe quelle séquence d'ADN. Mais on ne sait pas toujours quelle séquence modifier pour soigner une maladie. Car on ignore ou comprend très mal le rôle de 98% du génome qui est dit non codant. Or, il semble peu probable que ce 98% de notre génome soit là pour faire joli sur les étagères. Là encore, des découvertes dans ce domaine seraient évidemment incroyables, mais elles permettraient également d'augmenter du jour au lendemain le potentiel d'outils comme CRISPR. Alors maintenant, recollons les morceaux. Biologie, fusion nucléaire, sciences des matériaux, météo, mathématiques, génétique... c'est pas étonnant qu'il dort un petit peu le bonhomme. 6 sujets fondamentaux menés de front. Et sur chacun d'entre eux, Asabis ne sort pas un produit, il extrait de la connaissance qui s'accumule et qui ne se désapprend plus. Ce sont des pierres posées pour toujours dans l'édifice de la science. C'est là que la thèse du pari irréversible trouve toute sa puissance. Pendant que le reste du secteur se bat sur un marché réversible, Asabis empile patiemment, scientifiquement, méthodiquement des découvertes fondamentales qui structureront l'économie des 50 prochaines années. Sauf que, y a un problème énorme d'ailleurs, et ce problème, il vit à l'intérieur même de la tête de Demis Hassabis. Ce problème, Hassabis l'a nommé lui-même publiquement, je cite, « Si j'avais eu le choix, j'aurais gardé l'IA au laboratoire plus longtemps. J'aurais fait plus de choses comme AlphaFold. J'aurais peut-être même guéri le cancer. » Oui, le patron de Google DeepMind, l'homme qui dirige l'une des 2 machines les plus puissantes au monde dans la course à l'IA, nous explique qu'il aurait préféré que cette course n'ait jamais commencé. Et plus encore, il aurait voulu une approche de type CERN, c'est-à-dire un consortium scientifique international, collaboratif, lent, méthodique, où tous les chercheurs du monde travaillent ensemble à construire l'AGI avec des décennies d'attention. Bref, une démarche à l'opposé de tout ce qui se passe aujourd'hui. Autrement dit, Demis Hassabis est peut-être le seul acteur majeur de l'IA qui, au fond, n'a jamais voulu que la course commence. Sauf que, elle a commencé. En 2022, avec la sortie de ChatGPT, OpenAI a appuyé sur le bouton et a forcé tous les autres à courir. Et depuis, Hassabis court. Contre sa volonté initiale, certes, contre sa doctrine scientifique, certes, mais il court. Et il le reconnaît lui-même dans plusieurs interviews. La pression commerciale est devenue telle qu'il est impossible de revenir à une approche collaborative de type CERN. Alors oui, il y a dans la tête de cet homme une contradiction qu'il porte tous les jours. D'un côté, le scientifique pur qui voudrait prendre son temps, résoudre les root nodes un par un, comprendre profondément avant de déployer. Et de l'autre, le PDG qui doit produire Gemini, qui doit gagner des parts de marché, qui doit répondre médiatiquement à Sam Altman tous les 4 matins, qui doit tenir le rythme infernal imposé par le marché. Et cette contradiction s'est intensifiée depuis l'année dernière, avec le retour actif de Sergey Brin, le cofondateur de Google, dans les opérations quotidiennes. Brin est revenu spiraler, comme on dit chez Google. Il est revenu pour une raison simple, faire en sorte que Google gagne la course à l'AGI. Although we fully intend that Gemini will be the very first AGI, clarify that. Hassabis parle de définition soigneuse et de développement responsable.
Brin parle de gagner. Et c'est même pire que ça. Il y a quelques jours à peine, à l'écriture de ces lignes du moins, Brin a envoyé un mémo interne furieux à toutes les équipes de DeepMind, leur demandant explicitement de rattraper Claude sur le code d'urgence. Et c'est là que le paradoxe Hassabis atteint son expression finale. C'est un puriste scientifique qui se retrouve obligé de construire des produits de consommation, des chatbots, des outils grand public, pour financer ses cathédrales scientifiques. AlphaFold, Isomorphic, Genome, AlphaGenome, tout cela coûte cher. Les milliards de dollars de recherche fondamentale, il faut bien que quelqu'un les paye, il faut les trouver quelque part. Et celui qui paie, c'est Gemini. C'est le chatbot, c'est le produit irréversible qu'il n'a jamais voulu construire, mais qui finance exactement ce qu'il veut. Alors quand vous regardez cet homme, ne le voyez pas uniquement comme un champion serein, lumineux, qui gagne la guerre pendant que les autres s'épuisent. Voyez-le aussi pour ce qu'il est vraiment. Un scientifique fatigué, tiraillé, qui court chaque jour une course qu'il n'a jamais voulu courir parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour continuer à poser ses pierres irréversibles pour agrandir le mur de la connaissance humaine. Et cette position, aussi inconfortable soit-elle, nous dit quelque chose de vertigineux sur la vision de l'avenir d'Hassabis. Parce que oui, Hassabis a une vision du futur, une vision longue, précise, qu'il distille interview après interview. Quand on lui demande à quoi ressemblerait un monde post-AGI, il cite systématiquement la même référence, la même que Musk d'ailleurs, la série de science-fiction Culture de l'écrivain écossais Ian M. Banks. I love sci-fi too, and I read too much of it when I was a kid. May explain a few things, but one of my favorite series was the Culture series by Ian Banks. I think it just paints a really interesting, actually post-AGI world. Si vous ne connaissez pas, c'est une saga qui se passe quelques milliers d'années dans le futur, dans une civilisation où humains et IA cohabitent en pleine abondance, où la maladie a disparu, où la conscience humaine s'épanouit librement à travers la galaxie. C'est une utopie, mais une utopie où l'humanité reste au centre. Pas marginalisée, pas dépassée, pas remplacée, mais augmentée. Pour lui, l'AGI doit servir au flourishing human, à l'épanouissement humain. Il parle d'éradiquer les maladies, de prolonger la vie en bonne santé, de résoudre l'énergie via la fusion, de débloquer les supraconducteurs à température ambiante ou encore d'industrialiser l'accès à l'espace. Et tout ça dans une trajectoire où l'humain garde le volant. Mais Hassabis n'est pas naïf pour autant. Il accompagne son ambition d'une certaine lucidité sur les risques. Il identifie 2 dangers majeurs. Le premier, ce sont les mauvais acteurs, individus, groupes, États-nations, qui pourraient détourner ses travaux et l'IA plus généralement pour produire des armes biologiques, des cyberattaques massives, etc. Et là, si on se rappelle de l'impact de Mythos, qui a poussé Jerome Powell et le secrétaire d'État américain Scott Bessent à convoquer en urgence les patrons des plus grandes banques pour les alerter du risque cyber, on se dit que l'on n'aura peut-être pas besoin d'attendre une AGI pour commencer à voir se matérialiser ce type de risque. Ensuite, le second danger, c'est celui des systèmes agentiques qui deviendront d'ici quelques années tout au plus capables d'exécuter des chaînes d'action complètes sans supervision humaine. Hassabis le dit clairement. On ne sait pas encore comment garantir que ces systèmes resteront strictement alignés avec les objectifs qu'on leur fixe. Et ça, l'alignement des intérêts homme-machine, c'est quelque chose dont on parle très souvent dans nos newsletters. Justement, car plus ils deviendront capables, plus cette question deviendra critique. Et c'est là, je trouve, que la singularité Hassabis prend tout son sens. Parce que cet homme est au cœur de la construction de ce futur, et à la fois, il dit publiquement que cela pourrait dérailler sévèrement. Il appelle donc de ses vœux une coopération internationale type CERN sur la sécurité de l'IA, partage des modèles avec l'AI Safety Institute britannique et défend publiquement l'idée qu'on devrait ralentir là où on accélère comme pour conjurer le sort. Altman a été progressivement décrédibilisé sur les questions de sécurité après le départ massif de l'équipe alignement d'OpenAI courant 2024. Musk a toujours préféré parler de ses cauchemars que de financer la solution, car il a avoué lui-même avoir laissé tomber cette idée de partage des connaissances quand il a vu que tout le monde se ruait sur l'IA indépendamment de n'importe quel consensus. Amodei, lui, a fait de la sécurité un argument marketing. Hassabis, lui, agit discrètement, méthodiquement, avec la même rigueur scientifique qu'il met dans AlphaFold. Et c'est précisément cette posture, à la fois constructeur et garde-fou, qui rend son pari sur l'irréversible si particulier. Parce que ce qu'il accumule, ce ne sont pas seulement des découvertes scientifiques, c'est aussi, peut-être, une forme de légitimité morale, une crédibilité qui pourrait peser le jour où il faudra prendre des décisions politiques majeures sur l'IA.
Et ce jour-là arrivera, à mon sens, plus vite qu'on ne le pense. Vous avez maintenant tous les éléments pour vous faire votre propre opinion. Demis Hassabis n'est pas le meilleur communicant de l'IA. Il n'a pas les valorisations stratosphériques d'OpenAI, il n'a pas le génie industriel d'Elon Musk, il n'a pas l'aura d'Anthropic. Mais il a quelque chose qu'aucun d'autre n'a. Un prix Nobel, 200 millions de protéines cartographiées pour toujours, 2,2 millions de cristaux validés, 6 fronts de recherche fondamentale qui avancent en parallèle, et un premier médicament 100% conçu par l'IA qui entre en phase clinique d'ici quelques mois. Alors quand vous regardez la course à l'IA et que vous voyez les valorisations s'envoler, les benchmarks s'enchaîner, posez-vous toujours la même question. La question que Hassabis, lui, se pose tous les soirs à 22h quand il commence sa deuxième journée de travail. Est-ce que ce qui est produit aujourd'hui sera encore là dans 50 ans? Si la réponse est non, c'est probablement un produit réversible, une feuille à la cime de l'arbre. Si la réponse est oui, c'est probablement une racine irréversible. Et celui qui met à jour des racines de la connaissance, même s'il n'a pas la plus grosse valorisation cette année, écrit quelque chose de différent. Il écrit l'histoire, avec un grand H. Quand on lui demande ce qu'il aimerait que les gens retiennent de lui, de son chef-d'œuvre, eh bien voici sa réponse. I would hope that they would say that, my life was of benefit and service to humanity. That's, I think, what I'm trying to do. So that's maybe would be the best thing.